Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, risque de perturbation du secteur aérien. L'intersyndicale des travailleurs de l'aviation civile et du secteur des transports aériens s'oppose à l'implantation des antennes du centre de réception déporté au hangar des pèlerins. Une décision de la représentante de l'ASECNA au Sénégal non acceptée par les travailleurs. Ces agents réclament également le paiement de 5 mois d'arriérés d'indemnité de sécurité aérienne. Il menace d'observer une grève dans les prochains jours. Tension sociale dans les collectivités territoriales. Le ministre en charge du secteur rappelle les dispositions de la loi de 2011. Face à la récurrence des revendications sociales, Mamadou Talla prône la concertation entre élus et agents des collectivités territoriales. Révision exceptionnelle des listes électorales. Une semaine après le lancement de l'opération, les demandes d'enregistrement sont importantes dans plusieurs localités comme le département de Kaolack. Certaines autorités administratives préfèrent ne pas communiquer sur les chiffres pour l'heure, contre l'avis du collectif des organisations de la société civile. On fait le point dans ce 20h. Et puis selon l'OCDE, l'aide publique au développement allouée à l'Afrique subsaharienne a baissé de 7,8% en 2022. L'aide à l'Afrique fait les frais du soutien international à l'Ukraine. Quelles conséquences en Afrique frappée par ces crises latentes? Décryptage à suivre. Et puis on est jeudi, les bonnes feuilles de la rédaction, à suivre la note de lecture de l'ouvrage de Moussa Faye, la qualité de l'accueil en entreprise. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, les universités sont des temples du savoir et non de l'affrontement. Le président Macky Sall invite les étudiants à respecter la vocation des universités. Le chef de l'État a procédé ce matin à la réception d'équipements scientifiques pour 130 laboratoires pédagogiques et de recherche. Un lot d'équipements d'une valeur de 52 milliards de francs CFA. Compte rendu Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamp. L'électricité, la biotechnologie, la biologie, la chimie, la physique, la mécanique, le génie civil, mais également la médecine, l'agriculture, l'agroalimentaire et le sport. Ces équipements de pointe sont destinés aux 130 laboratoires des universités publiques et instituts publics d'enseignement supérieur, professionnels et classes préparatoires aux grandes écoles. L'État veut à travers ce geste renforcer l'élan scientifique et technique entamé depuis quelques années par le Sénégal. Ce que nous visons avec ces différentes plateformes, c'est de faciliter à nos enseignants-chercheurs, à nos chercheurs et à nos étudiants l'accès aux technologies modernes en leur évitant en même temps de fréquents et coûteux déplacements à l'extérieur. Sur la même lancée, nous avons installé à la Cité du Savoir, ici à Diamniadio, un supercalculateur d'une puissance exceptionnelle de 537,6 teraflops. Le président de la République a profité de la cérémonie de réception pour inviter les étudiants à respecter la vocation des universités au lieu de savoir et de débat d'idées. Mesdames et messieurs, voilà les bons exemples à suivre pour rappeler à tous que l'école et l'université doivent rester des pôles d'excellence où l'on doit rivaliser non dans la violence physique ou verbale, mais dans la quête des meilleurs résultats pour préparer son avenir, être utile à soi, à sa famille et à son pays. Ce geste de haute portée a été salué par la représentante des étudiants et le recteur de l'université Cheikh Anta Diop. Les autres filières vont recevoir leur dotation bientôt, a annoncé Macky Sall.
Merci Abdou. Non à l'implantation des antennes du centre de réception déporté au hangar des pèlerins car cela perturbe le travail des contrôleurs aériens. C'est le cri du cœur des travailleurs de l'intersyndicale de l'aviation civile et du centre des transports aériens. Ce différend les oppose à la représentante de l'ASECNA au Sénégal. Ces travailleurs réclament également 5 mois d'arriérés d'indemnité de sécurité aérienne. Les travailleurs menacent d'observer une grève si rien n'est fait dans les prochains jours. Voyons tout cela avec Fatima Touré et Yaya Diallo. Il y a beaucoup de structures. L'intersyndicale des travailleurs de l'aviation civile sur le qui-vive. Entre lenteur et blocage notés dans le traitement des questions sociales, la structure est dans tous ses états. Outre les difficiles conditions de travail, l'intersyndicale dénonce l'implantation d'antennes du CRD, centre de réception déporté, au niveau du hangar des pèlerins, qui selon elle entrave considérablement le travail des contrôleurs aériens. Nous avons un problème par rapport à Madame la représentante de l'ASECNA au Sénégal, Madame Aïssatou Sy. Donc nous avons négocié, nous avons fait des réunions, nous avons parlé avec les autorités et jusqu'à présent, ça persiste. Elle persiste tout simplement pour implanter les antennes du centre de réception déporté au niveau du hangar pèlerin. Et nous le disons clairement, nous sommes totalement contre le fait que ces antennes soient implantées au niveau du hangar pèlerin. À cela s'ajoute le non-paiement des indemnités de sécurité aérienne depuis plus d'1 an. Depuis plus d'1 an, malgré les changements intervenus à la tête du ministère des Transports aériens et de l'AIBD-SA, les agents sénégalais de l'ASECNA peinent à recevoir leur ISAR normalement. De retard en retard, le cumul s'élève aujourd'hui à 5 mois d'arriérés, alors que le paiement doit être mensuel. L'intersyndicale menace de déposer un préavis de grève si ces revendications ne sont pas prises en compte. L'intersyndicale n'exclut pas de déposer un préavis de grève en cas de non-satisfaction des points ci-dessus énumérés. Il va de l'intérêt de toutes les structures concernées. Ces travailleurs de l'aviation civile demandent l'arbitrage du président de la République Macky Sall pour qu'une solution soit vite trouvée. Alors maintenant, dans le sud, à Ziguinchor, promotion d'un climat social apaisé au sein de l'université Assane Seck. Le centre régional des œuvres universitaires de Ziguinchor engage un processus de dialogue avec les partenaires sociaux. L'élection de représentativité des syndicats et l'acte posé avec comme objectif de mieux organiser le cadre de dialogue et de concertation. Voyons tout cela avec Lamine Ba et Lamine Mandiang. Pour la première fois depuis sa création, la direction du Centre régional des œuvres universitaires de Ziguinchor a pris sur elle l'option de tenir une élection de représentativité syndicale à la demande des travailleurs. Le directeur du CROUS voit en cette initiative une volonté de mieux structurer le cadre de dialogue pour l'apaisement du climat social au sein de l'institution. Lors de nos concertations avec l'ensemble des syndicats que nous avons trouvés sur place, et bien sûr ce qui a été mentionné aussi dans la plateforme revendicative, ils ont en tout cas demander à l'administration d'organiser des élections de représentants syndicales, ce qui est une chose extrêmement importante parce que c'est le personnel qui doit choisir son représentant. Et aussi, nous sommes heureux de voir aussi qu'au niveau des syndicats, ils ont compris le message que ce n'est pas une élection politique, mais c'est une élection de représentativité sociale. L'idée est salutaire et le processus bien conduit jusqu'à terme, pense Ibrahim Gassama, secrétaire général du syndicat des travailleurs des établissements scolaires universitaires section Assane Seck. Il est d'avis que c'est une approche qui va garantir la sérénité au sein de l'institution universitaire. Comme vous le savez, les délégués du personnel sont des représentants, des interlocuteurs. La désignation de ces délégués favorise un climat de dialogue social entre la direction et les acteurs sociaux. Et donc sur ce, c'est une importance capitale d'élire les délégués pour favoriser un tel climat, pour qu'il y ait au moins quiétude
pour que l'institution puisse aller de l'avant. Même sentiment chez son collègue secrétaire général de la section Hassan Seck du syndicat autonome des travailleurs des universités et des cures. Yaya Badji se félicite que la direction s'inscrive dans le respect de la réglementation en la matière. Le directeur, malgré le fait qu'il soit installé récemment, a pris le soin d'être en phase avec la réglementation en organisant les élections de représentativité. Et j'aimerais ici, en cet instant solennel, remercier toute l'administration du statut Crous pour avoir, comme un seul homme, mis tous les atouts pour que cette élection se tienne le plus rapidement possible. Le climat de sérénité qui a marqué tout le long du processus électoral a été unanimement salué par les travailleurs qui militent en faveur d'une pérennisation de cette politique d'inclusion, gage de stabilité au sein de l'université Hassan Seck. Tensions et revendications sociales récurrentes dans les collectivités territoriales. Le ministre Mamadou Talla prône le dialogue entre élus et agents des collectivités territoriales. Néanmoins, le ministre en charge du secteur rappelle les dispositions de la loi de 2011. Le voici avec Fatou Bintou Conté. Il faut rappeler que c'est une loi qui date de 2011, que s'il y a une augmentation au niveau de la fonction publique, cela doit s'aligner au niveau de la fonction publique territoriale, c'est-à-dire les communes et autres. Il y a des maires qui ont commencé à payer normalement, d'autres par contre non. Mais le plus important est de s'asseoir autour de la table et de discuter avec ces agents des modalités de paiement. Amuñu réponse ñu ñëw aussi au niveau de l'AMS, au niveau de l'UAL ñu wax. Le ministre Mamadou Talla a pris part à la table ronde sur la digitalisation de l'état civil au Sénégal. Le besoin, vous le savez, de financement est de 50 milliards. 17 ont été déjà injectés. Ce projet est un programme de l'État du Sénégal avec les partenaires au développement. Voici à ce propos le maire de Vélingara, Wuri Diallo, avec Fatou Bintou Conté. Il faut parler même de la crédibilité des exécutifs au niveau territorial. Donc l'état civil, actuellement l'État a mis 17 milliards, l'une de la tout à l'heure. Maintenant, il reste 50 milliards, ça a été exposé pour que les partenaires puissent quand même continuer vraiment à ce qu'on puisse vraiment terminer cette digitalisation-là de l'état civil. La numérisation a démarré et ça continue, et que le programme continue, les détails continuent, mais il faut un financement additionnel de 50 milliards, ce qui fait partie aujourd'hui de cette table ronde. Dans l'actualité politique, révision exceptionnelle des listes électorales. Une semaine après le début de l'opération, plus de 1300 demandes d'enregistrement notées dans le département de Kaolack. Une nette affluence est constatée également dans les autres localités du pays. Cependant, certaines autorités administratives préfèrent ne pas communiquer sur les chiffres pour le moment. Eh bien, elles doivent donner les chiffres par souci de transparence absolue, affirme Moundiaï Sissé du collectif des organisations de la société civile. C'est une information importante dont nous avons besoin. Ça nous permet de voir les zones au niveau desquelles on doit accentuer la sensibilisation. Donc, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, que certaines autorités administratives refusent de donner les informations par rapport au niveau d'inscrits sur les listes électorales à une semaine après le démarrage de cette campagne-là. Alors, je pense que les autorités administratives en question doivent se remettre en cause. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des informations ça et là, par exemple, les commissions coopèrent. Mais pour avoir une plus grande lisibilité des taux d'inscrits sur les listes électorales, c'est bien que les préfets par département nous donnent les informations. Et selon les informations que nous avons des relais, des instructions sont données pour que ces informations ne soient pas données à la presse et à la société civile. Ce que nous ne comprenons pas. Et c'est pourquoi nous interpellons l'autorité pour corriger et donner des gages de transparence par rapport à cela. Parce que le fait de faire obstruction à...
Santé, perturbations dans le système à Matam. Le syndicat SD3S réclame le recrutement dans la fonction publique de plus de 27 agents et infirmiers chefs de poste de santé. Ces agents ont tenu un sit-in pour annoncer le boycott de tous les programmes du ministère de la Santé et de l'Action sociale, sauf le programme élevé sauf le PEV, le programme élevé de vaccination. Voyons tout cela, le programme élargi, de vaccination, le PEV. Voyons tout cela avec Ali Bandeliang. À l'instar de leurs collègues du SUDSAS, les membres de SD3S boycottent l'ensemble des programmes du ministère de la Santé et de toutes les réunions de coordination. Les infirmiers chefs de poste et autres agents de santé arborant des brassards rouges ont tenu un sitting au centre de santé de Matam. Ayant assez des pénibles conditions de prise en charge de leurs collègues qui courent toujours derrière le recrutement dans la fonction publique, les syndicalistes de SD3S décrètent un mot d'ordre illimité. Si vous voyez que Matam, nous sommes aux 27 postes de santé. Actuellement, il y a la quasi-totalité des postes de santé qui sont là, les représentants des chefs de poste qui sont là, pour discuter sur un certain nombre de points. C'est-à-dire, comme le dit le secrétaire général, donc nous sommes des prestataires au niveau du district, et il y a un constat qui a été fait. C'est que depuis très longtemps, nous avons sollicité à l'autorité pour un recrutement de nos personnels communautaires diplômés, et savoir les infirmiers et les sages-femmes qui sont dans les postes de santé et qui occupent des postes de responsabilité extrêmement importants. Alors que ce constat est fort, très longtemps, il n'y a pas de réaction. Donc ceci dit qu'aujourd'hui, nous sommes là, c'est juste pour dénoncer ce fait et lancer un appel à l'État de réagir le plus rapidement possible pour que ces gens-là qui ont décidé de rester à Matam, de braver la chaleur, compte tenu de toutes les difficultés, de rester à Matam, qu'on les recrute dans la fonction publique. Aujourd'hui, on est là pour un point de presse qui concerne un sitting. Et dans ce plan d'action est noté le boycott de tous les programmes. Effectivement, parce que quand on dit santé, c'est des composants avec des programmes qui sont extrêmement importants. Le district sanitaire de Matam, la sous-section de Matam a pris l'engagement de boycotter les programmes, à l'exception du PV. Depuis plus d'un an déjà, la région de Matam connaît de sérieuses perturbations dans son système. En plus des membres du SUDSAS en bras de fer avec le directeur de l'hôpital de Ourossogui, les syndicalistes de SD3S viennent compliquer la situation sanitaire de la région de Matam. Souveraineté pharmaceutique pour l'Afrique, thème du 22e Forum pharmaceutique international. La rencontre se tiendra à Dakar du 1er au 4 juin prochain. Une réunion hautement stratégique pour le continent noir. En prélude à l'événement, l'Ordre des pharmaciens a tenu un point de presse pour parler de ce sujet. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté. Du 1er au 4 juin se tiendra à Dakar le 22e Forum pharmaceutique international, un rendez-vous d'expression pour les pharmaciens africains et de partage d'expérience. À mettre quand même à la portée de l'autorité politique pour quand même l'inviter à se rendre compte que voilà ce qu'il faut dans le secteur de la pharmacie. Parce que sans cela aussi, l'autorité n'a qu'une certaine vision, mais l'avis du professionnel est prépondérant par rapport quand même à cela. Et c'est ça qui justifie quand même l'existence de ce forum qui chaque année quand même pose des actes allant dans le sens quand même du développement du secteur de la pharmacie. Lors de ce forum international dédié au développement de la pharmacie africaine, la souveraineté pharmaceutique pour l'Afrique sera au cœur des débats, même si d'autres thématiques vont être débattues. Effectivement, le thème principal est la souveraineté pharmaceutique. Défis et opportunités. C'est une opportunité pour tout le continent africain, mais c'est également un défi à relever. Parce que quand vous avez en fait une proportion de 95% à devoir renforcer par rapport à 5%, vous voyez toute l'ambition que cela. Donc pour dire qu'aujourd'hui, si tout se réalise à travers cette volonté politique, le Sénégal, dans un délai tout récent, dans un délai très proche, peut se permettre aujourd'hui de répondre favorablement par rapport à la prise en charge des besoins des médicaments essentiels. Les lois et règlements pharmaceutiques en vigueur au Sénégal ont été aussi abordés par les pharmaciens qui estiment que c'est en bonne voie. Nous avions des textes de loi qui dataient de 1954. Et c'est à cela, quand même, je me permets de féliciter le président de la République dans ce sens-là. Parce que depuis des années, nous n'avons pas cessé de revendiquer l'évolution des textes et pouvoir les contextualiser par rapport au dynamisme du secteur de la pharmacie. Aujourd'hui, nous sommes véritablement très satisfaits de nous rendre compte que nous avons
révisés et les textes sont au stade de l'Assemblée. Au sortir de ce forum, une stratégie africaine de développement de l'industrie pharmaceutique est attendue. Merci Fat Bintou. Développement d'un gisement de sel solaire à Fimela, Joal et environ. La zone requise pour le projet s'étend à plus de 5000 hectares. Le collectif pour la défense de l'environnement CDP s'oppose au projet qui devrait être réalisé dans un délai de 36 mois. Explication Abifay. C'est un cri de cœur du collectif pour la défense de notre patrimoine CDP. Sen Agrocel propose de développer un gisement de sel solaire à l'aide de la saumure marine et de la saumure du sous-sol avec une capacité de production d'environ 1 million de tonnes métriques par an. Un projet qui en cache un autre. Et si les populations s'étaient mobilisées donc contre le projet, parce qu'ils savent que historiquement, ces terres constituent un patrimoine. C'est dans cette partie du Sénégal qu'est né le premier royaume du Sine. Écologiquement, on détruit une zone tampon. 1800 emplois pour 5000 hectares, le collectif parle de deal entre le promoteur indien et la municipalité. Un maire ou un gouverneur ne peut pas délibérer 5000 hectares selon les textes de la loi du domaine national au Sénégal, pas possible. Cette zone étant classée aussi une zone historique, il faut la déclassifier avant de l'attribuer à quelqu'un. Une zone tampon écologique, historique. Est-ce que ça mérite de prendre dans cette zone 5000 hectares qu'on attribue à quelqu'un? Cependant, les populations de ces villages se sont levées comme un seul homme pour protester contre l'implantation de cette entreprise sur leur terroir. On verra comment aussi prendre contact avec les autorités suprêmes de ce pays-là, en interpellant le chef de l'État. En même temps, on va mobiliser toutes les organisations nationales et internationales qui luttent pour la protection de l'environnement. Le CDP soutient que le projet n'a pas été discuté avec ses ayants droit pour demander leur avis, d'où leur protestation et mobilisation pour son avortement. Merci Habib. Stigmate des affrontements entre pêcheurs, les blessés pris en charge dans les hôpitaux de Thiès dans un état critique selon leurs proches. Les familles demandent de l'aide pour les blessés graves dont des brûlés au 3e degré. Certains cas nécessiteraient une Evasan à l'étranger. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop, Seylatir. Ils ont vécu la peur, frôlé la mort. Certains pêcheurs sont poignardés, d'autres brûlés. Ces jeunes de Kayar souffrent dans leur chair. Ils traînent des blessures graves. Hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, service des urgences est interné. Ici, le jeune Ousmane Ndiaye. Il a 18 ans. Son accompagnant, Baye Mbeng. Waaw, mooy ki ne fii, essence. Waaw. Bon, la ku metti la. Wo torop sax. Kan la? Ousmane Ndiaye. Parmi les 17 blessés, il ne reste qu'un seul ici, au service des urgences. Il s'appelle Ousmane Ndiaye. Il a été aspergé d'essence avant d'être brûlé. Les ordonnances sont chères. Heureusement, le maire de Kayar et Babacar Diallo, le directeur général de Barna Kayar, nous sont venus ici pour soutenir les blessés. Parmi les blessés internés à Saint-Jean-de-Dieu, selon Baye Mbeng, il y en a qui nécessitent une évacuation à l'étranger. À Saint-Jean-de-Dieu de Thiès, ils sont au nombre de 4. On doit les évacuer à l'étranger parce que leur cas est critique. Un appel pressant est lancé à l'endroit des autorités pour qu'elles viennent en aide à ces jeunes pêcheurs de Kayar, gravement blessés. Merci Cheikh Anta. C'est par le partage, l'entraide et la solidarité que l'on parviendra à combattre la pauvreté. C'est la conviction des membres du mouvement Les Bienfaiteurs en visite dans des daras aux Parcelles Assainies pour apporter des vivres. Cheikh Oumar Bachir Tal et le président du mouvement Souleymane Barkaba annoncent des tournées dans les régions et des formations en faveur des jeunes et des femmes. Voici Souleymane Barkaba avec Alassane Ba. Aujourd'hui on est là. Demain, nous serons dans le Yembel, dans le Kermassar. Avant la fin de la Korité, bien sûr, avec sa bénédiction, nous comptons quand même arriver au Fouta et faire là-bas quelques dons.
En tout cas, c'est une association de bienfaiteurs. On invite tout le monde à adhérer dans ça. Si chacun donnait 100 francs dans cette association, c'est des centaines de milliards. Et ça pourrait aider les populations démunies. Ça pourrait les aider à sortir petit à petit du gouffre. C'est une association de solidarité, d'entraide qu'il a créée. Et là, c'est un exemple qu'il a donné. Donc tous les fils du Sénégal, même je dirais, sont invités à nous rejoindre dans cette activité. Ça ne nous coûte rien et ça aide, et ça rapporte beaucoup de choses. L'État ne peut pas régler tous les problèmes. Des histoires d'entraide, de pauvreté, nous-mêmes nous pouvons sortir de la pauvreté en croyant en nous-mêmes, en croyant en notre solidarité, en croyant en notre entraide. Très bientôt, nous allons nous structurer. Il y aura beaucoup de commissions dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'entraide, dans le cadre de l'éducation, la santé. Donc tout cela sera mis en place, Inch'Allah. Donc le temps de terminer le Ramadan, nous allons nous atteler à la structuration du mouvement de l'international jusqu'au niveau national. La nuit de Laylatul Qadr célébrée aujourd'hui par une bonne partie de la communauté musulmane. Comme chaque année, beaucoup de fidèles mourides convergent vers la grande mosquée de Massalikul Jinan pour y célébrer la nuit du destin. Les préparatifs vont bon train. Voyons tout cela dans ce sujet réalisé par Moussa Mané. À quelques heures du démarrage de la nuit du Laylatul Qadr, les préparatifs vont bon train ici à Massalikul Jinan. Sous la tente, les fidèles ont fini de mettre en place le podium, jusque quelques petits réglages avant l'arrivée des fidèles. Qui nous a instruit de faire ce cadre-là pour célébrer la nuit bénite de Laylatul Qadr. Lui qui a reçu une ndigal de Serigne Mountakha Bassirou, Khalife général des Mourides. Et nous sommes en plein dans ce travail. Apparemment, presque tout est fini. Il ne reste que quelques retouches et quelques dispositifs d'installation pour vraiment verrouiller l'organisation matérielle. Tout est fait prêt, Inch'Allah. L'animation sera au rendez-vous et c'est avec des jeunes fidèles qui vont procéder à la lecture des écrits de Serigne Touba, communément appelés Khassida. Aujourd'hui, on se prépare en grande pompe pour assurer encore cette animation-là, cette vivification-là, a fait que tout le monde en réjouisse. Voilà. Par des mélodies. Nous avons des mélodies diverses et variées. Depuis un bon moment, nous sommes en train donc de faire des répétitions, comme toujours. Les Baïfals s'activent dans la cuisine. Différents plats seront servis aux nombreux invités. Rien ne sera laissé en rade pour rendre la nuit agréable. boo gisee gis nga ko préparé nañ te ngeen bana yëpp ñu ngi fi togg ay ceeb lañu fi togg ay ceebu ginaar ay touffé ay vermicelle façon bernde bu nekk daal wax dëgg yàlla ñu. Nous préparons tout ici. Différents plats seront servis aux invités. Comme vous pouvez le constater, les poulets sont déjà là. Il y aura du riz, des sandwichs, du pain, du vermicelle, entre autres. Dama rek heure ndog suñu paree nag ci la ñu soog a jël ceeb yi ak yenn touffé yeeg ak vermicelle yi. Tout sera prêt d'ici ce soir. Quand vous reviendrez, vous trouverez tout sur place. Nous faisons en sorte que toutes les personnes qui viennent ici mangent à leur faim. C'est devenu une tradition. Chaque année, beaucoup de personnes convergent vers la mosquée Massalikul Jinan à pareille période pour y célébrer la nuit du Laylatul Qadr. Merci Moussa. Et puis on en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse ce soir à l'ouvrage de Moussa Faye intitulé La qualité de l'accueil en entreprise. Note de lecture, Ibou Diouf. Ce guide est conçu pour rappeler la déontologie en matière d'accueil et l'impact qu'un bon ou mauvais accueil peut avoir au sein de l'entreprise ou même pour le visiteur. En entreprise, est un élément essentiel, est une stratégie essentielle pour l'image de marque de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que, compte tenu de ce que nous vivons ici, spécialement au Sénégal, à travers les visites que nous avions faites dans les institutions, que ce soit les institutions publiques, que ce soit les banques, que ce soit les assurances. Moi, j'ai jugé utile qu'il fallait quand même écrire sur l'accueil compte tenu de certains manquements. Pour l'auteur, Moussa Faye, fournir un accueil de qualité, c'est bien communiquer.
Bien maîtriser les mécanismes qui favorisent une excellente compréhension entre l'émetteur et les percepteurs. Et ces manquements donc sont liés même pour la plupart du temps peut-être à l'absence de charte d'accueil qui devrait exister au sein de l'entreprise. Et secondo, c'est aussi lié peut-être à un manque de formation et de sensibilisation des agents qui sont censés opérer dans les services d'accueil. Beaucoup de clients et partenaires rencontrent beaucoup de problèmes liés à l'accueil dans certaines entreprises. Très souvent, ces difficultés sont liées à la qualité de l'accueil qu'ils déplorent pour plusieurs raisons. Des solutions qui tendent vraiment à améliorer la qualité de l'accueil au niveau de la formation. Parce que la plupart du temps, au moment où l'on recrute ces agents, on doit tenir compte de certains aspects qui sont extrêmement importants, dont les aspects tirant vers les capacités de la personne à communiquer. Parce qu'on ne peut pas parler d'accueil sans communication. Dans ce livre, Moussa Faye insiste sur la qualité de l'accueil. Pour l'auteur, l'accueil doit immanquablement être orienté vers le client, à savoir être à sa disposition et même migrer dans une mesure juste et proportionnelle vers des tâches personnalisées pour lui. Merci Ibou. L'autre grand titre de cette édition, l'aide publique au développement allouée à l'Afrique subsaharienne a nettement baissé en 2022. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a annoncé mercredi un montant record de l'aide publique au développement en 2022. En revanche, les financements alloués à l'Afrique subsaharienne ont chuté de 7,8%. Les milliards de dollars accordés à l'Ukraine pour lui permettre de faire face à l'invasion russe ont sensiblement contribué à cette baisse de la part allouée à l'Afrique. Une solidarité donc au détriment du continent noir qui paierait en partie sa neutralité dans la crise russo-ukrainienne. Explication Daniel Diouf. Cette aide publique au développement a enregistré une hausse de 13,6% en 2022, une des plus importantes de l'histoire. Elle atteint 204 milliards de dollars, soit quelques 121 686 milliards de francs CFA. L'Afrique n'en a pas profité. Au contraire, l'enveloppe allouée aux pays d'Afrique subsaharienne a été réduite de 29 milliards de dollars, soit 17 298 milliards de francs CFA, un niveau comparable à celui de 2017. Pour justifier cette hausse record de l'aide publique au développement en 2022, l'OCDE avance les fonds débloqués pour l'Ukraine, 7,8% de l'aide publique au développement total, soit 9 544 milliards de francs CFA, et l'accueil des réfugiés dans les pays donateurs. Plusieurs pays comme le Danemark ou la Suède ont dès le début de la guerre assumé le report d'une partie de leur aide extérieure sur l'Ukraine et l'accueil des réfugiés. Au Sahel, la dégradation des relations entre les donateurs et les régimes putschistes a rendu ces décisions plus aisées. Le gouvernement danois a divisé par 2 ses appuis au Burkina Faso dès le mois de mars. Autre pays qui a subi ces réductions drastiques de l'aide publique au développement, le Mali. Au mois de novembre, la France a suspendu ses financements en faveur de Bamako, à l'exception de l'assistance humanitaire, en raison des liens entre la junte sur place et les mercenaires russes du groupe Wagner. Toutefois, l'ensemble de ces chiffres préliminaires ne prend pas en compte l'aide des organisations multilatérales comme la Banque mondiale, des chiffres pas encore disponibles. 2 conclusions peut-être prématurées. La première, la confirmation du traitement préférentiel de la crise ukrainienne par rapport aux besoins de tout un continent. La deuxième, une sanction pour ceux qui ont voulu défendre leur droit à la neutralité dans le conflit avec la Russie en s'abstenant de voter les résolutions de l'ONU qui ont condamné Moscou. Merci Daniel. Et puis en mot de sport, la première sanction suite à l'altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané connu, selon le communiqué du FC Bayern, l'attaquant international sénégalais est auteur d'un coup de poing au visage de son coéquipier et donc suspendu jusqu'à nouvel ordre. Sadio Mané va donc ainsi manquer la rencontre Hoffenheim-Bayern Munich de ce samedi à partir de 13h, match comptant pour la 21e journée de la Bundesliga, le championnat allemand. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.